Nous avons un sérieux problème de manque d'absence de partage d'informations de la part de ceux qui pactisent avec le gouvernement ou ceux qui contractualisent avec le gouvernement, mais aussi de la part de certaines institutions publiques. Alors que nous sommes dans un état de droit, et qui dit état de droit, digue de la RDC. Et donc on ne peut pas passer outre cela. À la place, nous avons affaire à une certaine opacité, et pourtant notre cadre légal contient ça et là, comme nous le verrons dans notre petite présentation de cet après-midi, des dispositions légales, des quelques articles qui sont qu'on peut retrouver dans divers textes un peu épars et éparpillés, qui encouragent l'accès à l'information. Au-delà du fait que c'est une reconnaissance constitutionnelle qui est reconnue par la Constitution. Donc, d'où l'intérêt pour nous. Nous n'avons pas attendu justement que l'honorable Joly, le rapporteur de l'Assemblée nationale, puisse proposer la proposition de loi sur l'Assemblée nationale dont il sera question aujourd'hui dans nos échanges. Nous avons commencé cette réflexion il y a belle lurette avec nos collègues de la CORAP. Et donc, ça a coïncidé justement avec les dépôts de cette proposition. Donc, nous avons saisi la balle au bon pour pouvoir nous lancer dans cette réflexion sur l'épineuse question de l'accès à l'information en RDC. Donc, voilà. Le but de cette session, comme vous avez vu dans vos documents respectifs, c'est vraiment de contribuer à la lutte pour l'accès à l'information publique, à la transparence dans les grands projets d'infrastructures en RDC. Et Dieu sait combien de projets d'infrastructures nous avons pour lesquels on cherche à la loupe des contrats, des protocoles, ainsi de suite, qui ne sont pas visibles et qui font que la population n'est pas vraiment participative à la chose publique et tenue à l'écart dans beaucoup de choses qui sont développées. Et donc, vous allez vous rendre compte que cette activité sera organisée sur 2 journées, dont la première, elle est essentiellement consacrée sur la loi, le projet de loi, bien évidemment, sur l'accès à l'information, dont Maître pourra développer davantage et ça nous permettra d'avoir une idée. Mais gardons à l'esprit que la grande question, c'est de dire comment est-ce que ces contrats sont négociés. En fait, les grands projets sont négociés entre le gouvernement, notre gouvernement et les partenaires privés ou publics, ou c'est pas d'autres partenaires bilatéraux d'autres pays. Et donc, il est important qu'on se pose la question sur comment ces négociations sont faites et quelles sont les conséquences, bien évidemment, même si on va en discuter davantage de tous ces contrats qui sont développés, parce que de par l'observation qu'on essaye de faire. Alors, donc, cette proposition de loi donc, porte sur l'accès à l'information. Il part du postulat, comme a pu dire Maître Kassongo, du vide juridique dans notre arsenal juridique national de la question de l'accès à l'information. Et donc pour le professeur Jacques Joly, il lui a semblé utile et opportun de faire cette proposition de loi. Vraiment dans cette volonté de donner au peuple congolais cet accès à l'information et cet accès à la transparence de la vie politique. Donc l'accès à l'information, on peut considérer qu'elle constitue pour toute personne et tout citoyen un droit fondamental universel de l'homme, c'est-à-dire ce qui rend notre vie digne d'être vécue. Le droit fondamental universel de l'homme, consacré et reconnu dans les instruments juridiques internationaux et régionaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, comme vient de le dire Maître Kassongo. Donc il s'agit notamment, dont je l'ai rappelé quand même, pour qu'on sache sur quel texte juridique on se base, de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 novembre 1948 en son article 19,
mais aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre. Donc, l'objectif de cette proposition de loi, elle va viser donc, à favoriser le contrôle par le citoyen de l'action publique par des valeurs démocratiques, morales, éthiques, donc de transparence, comme je viens de l'indiquer, dans l'administration publique, l'exercice des droits économiques, de la lutte contre la corruption, de l'impunité, l'exclusion sociale, pour ainsi dire, renforcer cette redevabilité. Donc le fait de renforcer cette redevabilité, donc ça rend légitime à tout citoyen de pouvoir se retourner vers le pouvoir public pour dire bah, moi je veux être informé. 6 communes, on en a parlé pendant des mois, on en parle encore, hein, puisque c'est pas encore, on n'a pas encore abouti à cette. Je pense qu'on n'a pas dit que le contrat devait être révisé, mais pouvoir retravailler le contrat 6 communes. Donc, on ne va pas se mentir. Hein, apparemment, c'est plus le problème que la solution. Une grande innovation dans le sens où elle va répondre aux exigences internationaux, hein, puisque bon, il s'agit quand même pour nous, puisqu'on a ratifié ces accords, d'être en conformité. Et elle va permettre la création et la mise en place d'une structure régulatrice indépendante chargée de régler les litiges relatifs au droit d'accès à l'information. Parce qu'il ne suffira pas simplement de donner, d'avoir un process hein, pour donner aux citoyens l'accès à l'information, mais il faudra aussi une structure et une institution qui pourra être là pour garantir à nos concitoyens de pouvoir réellement avoir accès à ce droit-là, à cette information. Alors, donc, cette proposition de loi a été déposée, certes, mais sous réserve des exceptions limitativement retenues. La proposition de loi édictait les principes permettant à toute personne d'accéder librement aux données détenues par les services publics ainsi que par les particuliers. Ces principes sont au nombre de 10. Au nombre de 10. Donc, le premier principe sera l'accès à l'information et aux droits universels et aux droits de l'homme fondamental. Le deuxième point sera l'accès et la règle. Donc, l'accès à l'information sera la règle, mais le secret sera l'exception. Okay. Le troisième principe sera l'intérêt public a préséance sur le secret. Le quatrième point sera le droit s'applique à tous les services publics et privés d'utilité publique. Donc la procédure de demande doit être simple, rapide et gratuite pour pouvoir être parfaitement informé. Le sixième point, les détenteurs ou les préposés en information ont l'obligation d'aider les demandeurs. Donc ce n'est pas aux demandeurs de faire en sorte d'être informés, c'est que le service qui doit informer devra tout mettre en œuvre pour que le demandeur soit satisfait. Le septième point sera le refus doit être justifié. Donc c'est pas doit être impérativement justifié. D'habitude en droit on dit doit être c'est pas le mot justifié qu'on utilise souvent en droit, c'est motivé. Mais là, on ne part pas de la motivation, mais de la justification. Expliquer pourquoi
parce que motiver, on va rentrer dans trop de détails, mais de justifier pourquoi ces documents, est-ce que ces documents ont un intérêt stratégique important qu'on ne peut pas avoir accès. Parce que c'est ça aussi qu'on pourrait se poser comme interrogation. Donc le 8e point, chacun a le droit de faire appel de la décision qui sera rendue. Donc la possibilité de faire appel. Je prends mon ordinateur parce que il y a des choses. Et donc le 9e point sera les organismes publics ou privés d'utilité publique doivent publier systématiquement l'information de base. Donc, comme on dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le droit à accès à l'information devrait être vraiment à la portée de tout citoyen. Donc, normalement, hein, quand on édite un texte, ça doit être publié. Donc, toutes ces informations, tous les actes, les accords, les décisions devront être publiés pour que ça soit facilement à la portée des individus. Et le 10e point, le droit d'accès à l'information doit être garanti par un organisme indépendant. D'où la nécessité de la création d'un organisme qui sera là pour protéger l'individu d'avoir accès accès à l'information. Donc, telle est l'économie générale qui sera de la proposition de loi présentée par le professeur honorable Jacques N'Djoli. Mais je pense que je vais quand même revenir sur un petit point de ce texte du chapitre 1. Donc il y a plusieurs... je peux peut-être vous donner les différents chapitres qui vont constituer cette proposition de loi. Il y a 6 chapitres. Le premier chapitre portera sur l'objectif, le champ d'application et les définitions des concepts. Le deuxième chapitre porte sur le droit, la procédure d'accès à l'information. Et le troisième chapitre sur les voies de recours, hein, puisque on a mentionné que les citoyens pourront faire appel si on leur refuse l'accès à l'information, ils auront droit de pouvoir solliciter donc cet organe indépendant qui sera là pour garantir leurs droits, pour faire un recours. Donc il y aura plusieurs types de savoir à quel degré de juridiction il faut faire ce recours. Quatrième chapitre, des obligations de conservation, publication et diffusion proactive de l'information. Le 5e chapitre, ce sont les dispositions pénales. Et le 6e chapitre sont consacrés aux dispositions transitoires, abrogation et finale. Donc il me semblait quand même intéressant de prendre... l'article 2 l'article 3 pour pouvoir qui est consacré aux définitions de concepts. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de pouvoir les prendre puisque vous allez aller en atelier et débattre sur ces différentes questions, de voir un peu quelles sont les définitions que donne le professeur Jacques N'Djoli à certains termes. Donc dans son texte, dans l'article 3, qui est consacré donc aux définitions des concepts, il définit l'information comme toute donnée, quel qu'en soit le support ou la forme détenue par les détenteurs de l'information. Donc c'est ça, l'information. Donc il y a l'information communicable. Donc l'information communicable se définit comme toute information non revêtue de sceau de confidentialité. Parce que vous savez, nous en tant qu'avocats, mon confrère je pars sur le contrôle de mon confrère, quand on a un client et qu'on doit communiquer entre
entre confrères, on a la déontologie qui dicte la conduite de nos actes. On peut se communiquer des documents. Il y a des documents qui sont libres, qui sont les décisions, qui sont les actes, les actes de procédure. Mais quand on s'écrit une simple lettre et qu'on n'a pas mis officiel, il n'a pas le droit de publier ça. C'est vraiment une communication qu'on se partage entre confrères. Mais dès l'instant qu'on met officiel, donc ça veut dire qu'il y a un sceau, c'est peut-être ce type d'information qu'on ne vous communiquera pas. Donc après, vous pourrez faire appel et on pourra voir dans quel contexte on peut relever ça. L'attentat de John Kennedy dans les années 65, où il y a beaucoup d'informations n'ont pas été divulguées et qu'on a dû attendre le décès de pas mal de protagonistes, notamment Jackie Kennedy, quand elle est décédée. Et c'est à ce moment-là seulement, et au bout d'un certain temps, que ces informations ont pu être communiquées. Donc on voit bien, même les États-Unis, qui est un État de droit, où il y a cette liberté d'information, que certaines informations n'ont pas été ouvertes tout de suite, qu'ils sont revêtus d'un délai de prescription pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc l'accès à l'information, il ne s'agit pas d'être là, de battre en guerre, d'aller de donner accès à tout. Mais bien entendu, on a accès à toutes choses. Mais je pense que l'État, puisque c'est la question de souveraineté, on doit aussi préserver certaines choses. Donc, le tiers concerné, toute personne autre que le détenteur d'informations, et le requérant concerné par l'information sollicitée. Enfin, la transparence, parfaite accessibilité de l'information dans le domaine ayant trait à l'opinion publique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher maître, pour cette présentation.